Samedi 9 septembre, minuit. Les mains assassines s'affolèrent au milieu des buissons sauvages. Elle cherchait le baladeur d'où s'échappait encore la chanson qu'Eva n'entendrait plus. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. La lampe de poche zigzaga au milieu des arbustes, le baladeur avait disparu. Le quai était désert, mais en cette nuit de fête, quelqu'un pouvait encore avoir envie de descendre jusqu'au Tibre pour trouver un coin tranquille à l'abri des foules qui arpentaient la nuit blanche. Paniqués, les mains abandonnèrent la recherche. Eva était évanouie. Les mains arrêtèrent de trembler, sortirent quelque chose de la poche du jean, relevèrent le t-shirt d'Eva pour s'en faire une protection et portèrent un coup net sur la carotide. Le sang gicla violemment sur le coton blanc. Dimanche 10 septembre, à l'aube. Eugenio n'aimait pas les foules, surtout quand elles envahissaient son territoire. Certes, depuis 70 ans qu'il vivait dans le quartier où il était né, il n'avait jamais vu le gazomètre illuminé comme ça, et il devait admettre qu'il avait fière allure. Ostiense avait bien changé depuis le temps, mais jamais aussi vite que pendant ces toutes dernières années. Même les anciens mercati generali sur la via Ostiense allaient disparaître. Qui se souvenait aujourd'hui des 600 ouvriers qui y travaillaient jour et nuit? À la place, on allait construire la Cité des Jeunes. Les démolitions avaient déjà commencé. Il avait lu dans le journal que celui qui avait gagné le concours, on l'appelait l'architecte du chaos. Comme si à Rome, il n'y en avait pas déjà assez de chaos. Les gens aussi avaient changé dans le quartier, quoi qu'en disent ceux qui étaient récemment venus s'y installer et qui se gargarisaient sur le maintien des couches populaires. Comme ce metteur en scène à la mode qui faisait une fixation sur Ostiense. C'était un chic type par ailleurs. Un jour, il s'était entiché de son cabanon et de son potager au bord du Tibre et avait voulu les filmer. Il l'avait même payé pour ça. En avançant dans la brume qui peinait à se détacher du fleuve, sa canne à pêche et son panier à la main, ses armes de vétéran qui ne restaient jamais longtemps sans emploi, avec Bella, son doux berger de Podale qui explorait le terrain, Eugenio se disait qu'il n'était pas contre les changements, lui. Il n'avait rien contre la modernité, il fallait bien être de son temps, mais qu'on ne vienne pas le gonfler avec le vrai peuple romain, lui qui en était issu tout entier, jusque dans son profil tranché, qui le faisait ressembler à ce buste de sénateur exposé dans l'ancienne centrale électrique de Montemartini, devenue musée elle aussi. Il avait disparu depuis belle lurette, le vrai peuple du quartier, celui des gens comme lui, qui se rappelait encore les hordes de gamins courant pieds nus derrière les camions chargés de coques. Armés de bâtons, ils y grimpaient par nuées, juste au moment où les gros véhicules commençaient à démarrer, essayant d'en faire tomber quelques morceaux et sautant en vitesse avant que le conducteur n'accélère. Ils se faisaient au moins 2 kilos par camion, qu'ils allaient revendre aux charbonniers de la Via Ostiense, histoire de s'acheter de quoi ne pas mourir avant l'âge. Certes, à l'époque, Eugenio n'était pas sous-alimenté comme la plupart de ses copains. Ils étaient mieux lotis, son frère et lui. Leurs 2 parents travaillaient. Le père était machiniste, la mère faisait du repassage, et même si c'était la guerre, ils ne crevaient pas de faim. Mais les gamins ensemble font les mêmes bêtises, et si les enfants du quartier allaient traîner du côté de la Via del Commercio, fricoter avec les Allemands et chipper les restes sur leur table, eux faisaient de même. À l'insu des parents, bien sûr. Par amour du jeu, par esprit de bande, par solidarité. Plus tard, à la Libération, c'étaient les Américains qui étaient venus s'installer au même endroit. Eugenio se rappelait encore les spaghettis au sucre que leur avait proposé un jour un géant du Texas, auquel des piskeletti faméliques n'arrêtaient pas de demander « Where do you come from ?» C'était la guerre, plutôt la fin de la guerre. Une époque noire comme la chemise de celui qui les avait gouvernés pendant 20 ans et qui, à Rome, au moment de l'occupation, avait été remplacé par un porc teuton, le général Meltzer, qui se faisait appeler le roi de Rome et organisait des orgies à l'hôtel Excelsior, via Veneto, quartier général des commandements allemands. 35 semaines de peur, de chaos et de faim. Tout était devenu dangereux dans la ville. Se balader à vélo, passer par certaines rues, marcher trop vite, recevoir quelqu'un chez soi, porter des paquets, porter la barbe. L'heure du couvre-feu avait changé, d'abord de 11 à 9, puis de 7 à 6. Peu à peu, les Allemands s'étaient révélés maîtres en férocité.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.